Bienvenue à Planète Terre, à l'émission cette semaine. D'abord, la violence au Mexique. Comme vous le savez, les combats entre le gouvernement mexicain, l'armée mexicaine et les cartels de la drogue continuent, même s'étendent sur de nouvelles zones de ce pays. Nous allons en discuter avec Eduardo González Castillo, qui est mexicain d'origine et anthropologue social ici à l'Université de Montréal. Ensuite, nous revenons sur un sujet qui revient constamment dans l'actualité, c'est celui du droit islamique et des femmes musulmanes, la question du voile, la question de la burqa. Et nous avons décidé, avec une juriste, d'aller en profondeur sur cette question et demander à Ekaterina Krivenko quels sont exactement les préceptes du Coran sur cette question et quelles sont les interprétations orthodoxes ou plus libérales de ce que dit le prophète sur la nécessité pour les femmes musulmanes de porter ou non le voile et la burqa. Et ensuite, pour terminer, nous allons nous transporter dans l'histoire américaine avec Pierre Martin, notre spécialiste des États-Unis, qui a lu pour nous la trilogie sur la vie extraordinaire de Theodore Roosevelt. Et dans un instant, la violence au Mexique. Nous sommes de retour pour parler du Mexique avec notre invité, Eduardo González Castillo. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Alors, Edouard, vous êtes anthropologue social. Vous êtes postdoctorant à la chaire d'études du Mexique contemporain ici à l'Université de Montréal. Vous êtes également chargé de cours en géographie. Vous avez écrit, entre autres choses, ce chapitre sur au-delà du Zócalo, qui est la grande place centrale dans les villes. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Espace public, mouvements sociaux et contexte régional à Puebla, au Mexique. Puebla, qui est l'endroit de vos origines. Et c'est dans le livre Migration, environnement, violence et mouvements sociaux au Mexique, sous la direction de Marie-France Labrec, aux éditions des presses de l'Université Laval. Alors, on vous a cette semaine pour discuter de la situation qui ne désempire pas, disons-le comme ça, au Mexique, sur la guerre des cartels de la drogue avec l'armée mexicaine. Alors, dites-nous d'abord, d'où vient cette violence? Pourquoi cette violence est-elle si forte? Il y a d'autres pays où il y a des cartels de la drogue, où il y a évidemment des affrontements, mais pas un niveau de violence. Là, maintenant, des chiffres récents montrent qu'en 4 ans, 35 000 décès dus à cette guerre. Bon, et à mon avis, la violence actuelle au Mexique a plusieurs causes. L'une d'elles, c'est bien sûr le fait que récemment, les différents... les gens qui participent au cartel de la drogue ont commencé à être recrutés dans différentes couches de la société. C'est-à-dire avant, c'était juste certains groupes de classe moyenne au nord du pays, dans l'état de Sinaloa ou dans d'autres parties du pays. Mais à partir de l'arrivée de Felipe Calderón au pouvoir, on voit une sorte d'arrivée massive des classes populaires au cartel de la drogue parce que, bon, à mon avis, c'est que ce qui s'est passé, c'est que finalement, les opportunités d'emploi et la situation économique au Mexique a vraiment empiré. Alors, ça a fait en sorte que beaucoup de gens, surtout des classes populaires, se sont tournés vers le trafic de drogue pour chercher des opportunités ou des possibilités d'avoir des ressources pour la survie quotidienne. Le nombre de personnes employées par les cartels augmente. Donc, c'est le principal employeur, on pourrait dire, dans un certain nombre de secteurs. Donc, le cartel augmente le nombre de gens qui travaillent pour lui, mais en quoi est-ce que ça provoque de la violence? Bon, en quelque sorte, ça vient bien sûr affecter les soldes par rapport à la quantité de décès qui sont reliés à la guerre du trafic de drogue. Donc, les zones contrôlées par les uns et par les autres pour vendre la drogue, c'est ce que vous voulez dire? Oui, les zones, mais aussi la quantité de morts, la quantité de décès qui sont reliés à la guerre actuelle au Mexique. Mais ça, c'est juste l'un des facteurs. L'autre facteur, c'est aussi le fait que le président Calderón, lui, il a préféré la voie violente pour lutter contre le trafic de drogue au Mexique, tandis qu'il y avait aussi d'autres possibilités, par exemple améliorer les conditions de vie ou les conditions socio-économiques en général dans les pays. Et je pense que c'était nécessaire surtout d'arrêter un peu cette politique économique qui favorise un peu qui favorise trop l'exclusion de la plupart des Mexicains, des classes populaires, et favoriser plus de politiques sociales, de politiques plus responsables envers les besoins de la population. Mais en même temps, dans les zones donc, du nord du pays qui sont les plus affectées par ces violences, il doit y avoir un ralentissement de l'économie en général, parce qu'on ne peut pas avoir un état de droit qui fonctionne seulement pour l'économie et pas pour le cartel de la drogue. Comment ça se passe?
Dans le nord du Mexique, et en fait, je pense que la situation est un peu est paradoxale parce que finalement, c'est vrai que le trafic de drogue fait partie des économies régionales, de beaucoup d'économies régionales. Alors, finalement, la guerre contre les trafiquants de drogue vient dynamiser en quelque sorte ces économies. Ah oui. Parce que finalement, les prix augmentent, c'est plus difficile de trafiquer la drogue. Et en plus, les conditions du marché d'emploi au Mexique font en sorte que beaucoup de gens se tournent vers le marché de drogue pour essayer d'avoir des revenus. Alors, ça vient quand même encourager la concurrence entre les gens qui décident d'entrer dans ces marchés pour avoir des revenus. On dit que c'est une industrie de 13 milliards de dollars, 90% de la cocaïne qui est maintenant, on ne dirait pas importée, mais transportée aux États-Unis, transite par le Mexique. Cependant, la décision du gouvernement Calderón d'utiliser l'armée pour faire la guerre au cartel, on dit qu'il y a 50 000 troupes en ce moment qui sont engagées là-dedans. Qu'est-ce que ça dit sur la condition de la police, le choix de l'armée plutôt que de la police? Bon, bien sûr, ça veut dire que le gouvernement mexicain ne fait pas confiance à la police. Mais ça veut dire aussi que le gouvernement mexicain n'a pas vraiment bien choisi leur ces stratégies pour vraiment s'attaquer au problème. Parce que finalement, une politique sociale plus forte aurait donné de meilleurs résultats. Il y a une autre question qui est posée. Bon, évidemment, la question de la corruption de la police, aussi la question de l'assassinat par les cartels d'un certain nombre de responsables policiers, responsables élus, etc., ce qui fait que la qualité des gens qui s'engagent dans la lutte pour l'État de droit devient problématique. Mais il y a aussi cet autre débat sur la légalisation d'une partie des drogues. Certains au Mexique disent, bon, puisqu'on ne gagne pas la guerre, de toute évidence, ça fait 4 ans que ça dure et qu'il n'y a pas de reflux de la violence et du pouvoir des cartels, pourquoi ne pas aller dans le sens de la légalisation d'une partie de ces drogues? Quel est l'état de ce débat? Et en général, il y a même des représentants du Parlement mexicain qui considèrent que c'est une possibilité qu'il ne faut pas oublier. On pourrait peut-être légaliser certaines drogues comme la marijuana, la production, la distribution et la consommation. Mais il y a aussi des politiciens. Le président du Mexique, Felipe Calderón, lui, il n'est pas d'accord avec cette mesure. Alors, il y a des politiciens qui sont au pouvoir et qui s'opposent à ce type de mesures par des raisons morales, par des raisons... Et de toute façon, la drogue dont on parle, c'est plutôt la cocaïne. Et même si on légalisait la cocaïne au Mexique, ce qui n'est pas en débat, ce n'est pas les Mexicains qui consomment, ce sont les Américains. Oui, ça c'est vrai. Même si la consommation de ce type de drogue a augmenté au Mexique, c'est vrai que c'est pas, même si on parle du problème de consommation de drogue au Mexique, c'est pas à la cocaïne ou même à la marijuana qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer aux cols industriels qui sont inhalés par les enfants pauvres de la rue, par les classes populaires. Pourtant, ce type de substances sont légales et il n'y a aucun problème. Alors, il y a quelque chose, une sorte de... C'est vraiment triste pour le Mexique, cette guerre, parce que ça vient répondre à des intérêts qui relèvent d'une dynamique plus transnationale. C'est-à-dire, pour le Mexique, en fait, c'est une guerre un peu... c'est une guerre, d'ailleurs, qui est livrée dans le pays. Et ça, c'est vraiment... Ça a de très mauvaises conséquences pour la population et ça ne vient pas vraiment apporter des solutions aux problèmes de santé publique par rapport aux consommations de ce type de substances dans le pays. Alors on dit toujours, si les Américains arrêtaient demain de consommer de la cocaïne, il n'y aurait plus d'emploi pour les cartels au Mexique. Parlons de l'impact de tout ce débat sur la prochaine élection présidentielle qui aura lieu l'an prochain. On se souvient que la dernière élection présidentielle avait été extrêmement serrée entre Calderón, le vainqueur, et l'ancien maire de Mexico qui avait même contesté la légitimité de cette élection de Calderón. Comment est-ce que ça se présente pour l'an prochain? Et pour l'an prochain, en fait, quelque chose qui est clair, c'est que les partis au pouvoir, les PAN, ne pourra, la plupart des commentateurs considèrent que le parti au pouvoir ne pourra pas gagner encore une fois la présidence. Alors, beaucoup de gens parlent d'un retour du prix du parti qui a gouverné pendant longtemps le Mexique. Le Parti révolutionnaire institutionnel, donc qui a quitté le pouvoir à partir du moment où l'alternance a pu se faire, mais qui là pourrait faire un retour. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a un candidat qui est un peu
promu par les prix et par certains médias qui sont plutôt favorables à la droite dans le pays. Et lui, le gouverneur de l'État de Mexico, on le considère comme un candidat vedette qui peut arriver à la présidence. Et de l'autre côté, du côté de la gauche, on voit qu'il y a vraiment aussi comme, beaucoup de difficultés pour définir qui peut être le candidat pour les élections, parce qu'il y a Andrés Manuel López Obrador, le candidat qui a été présent dans les dernières élections, c'est lui qui affirmait qu'il y avait eu une fraude électorale dans le pays. Lui, il pourrait se présenter encore une fois, mais il y a aussi d'autres candidats de la gauche, par exemple le maire de la ville de Mexico. Lui, il est aussi très populaire parmi les gens qui ont des visions de gauche. Alors, il y a des difficultés pour définir les candidats parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien positionnés et en même temps il y a différents intérêts. Il y a une gauche qui négocie un peu plus avec la droite, il y a une gauche plus radicale. Et alors pour eux c'est un peu difficile de se mettre en accord. Et puis est-ce qu'il va y avoir... Parce que la dernière fois, il n'y avait pas de problématique de capacité à tenir le vote dans les zones où les cartels étaient forts. Donc les cartels n'ont pas empêché la tenue du vote, mais maintenant, il y a des zones dans le nord du pays qui sont contrôlées contrôlées par les cartels ou des endroits où les cartels ont une capacité de disruption importante. Est-ce que ça peut être un facteur? Je pense que oui, parce qu'en fait, d'après certains chercheurs, par exemple Luis Artorga, un chercheur mexicain de l'Université nationale autonome du Mexique, et les cartels ont toujours, même à partir du début du XXe siècle, ils ont toujours eu une sorte de contrôle sur le système politique mexicain, où ils en étaient un peu hors du système politique. Et alors, dans l'actualité, cette situation est encore plus grave parce que, outre ce contrôle politique, il y a aussi le contrôle qu'on exerce par la violence, par l'intimidation. Alors, ça peut vraiment affecter les résultats dans les élections prochaines. Eduardo González Castillo, merci beaucoup pour ces explications. Vous avez choisi une plage musicale pour illustrer notre propos. Laquelle et pourquoi? Elle s'appelle Pacas de Aquilo, c'est comme un paquet à kilo. C'est un kilo, un paquet d'un kilo. Oui, c'est ça. Un kilo de narcotiques. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est une sorte de classique musical pour les narcocorridos, les corridos qui concernent la distribution, le trafic de drogue. Et c'est une chanson qui date des années 70. Alors ça nous parle un peu de l'ancienneté des problèmes dans le pays. De Norberto Quintanilla. Norberto Quintanilla. Qui est-il? Et lui, il était un musicien de l'État de Nuevo León, du nord du Mexique, et qui a composé beaucoup de corridos et qui est très, très populaire parmi les gens qui aiment ce type de musique en particulier au nord du Mexique. On l'appelle música norteña. Et est-ce que c'est populaire chez les trafiquants? Ben, cette chanson est un peu populaire partout. Moi, je l'aime bien parce que vraiment, ça décrit c'est quoi la vie. Ça montre un peu le côté finalement humain qui entraîne la participation, tous les risques que ces gens-là ils prennent parce que finalement c'est pour nourrir leur famille. C'est quand même assez intéressant. Très bien. Alors, Eduardo González Castillo, merci. Merci beaucoup. Et nous écoutons grâce à vous Norberto Quintanilla, Pacas de Aquilo. Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales y aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra tengo un rancho ganadero, ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero. Que chulas se ven mis vacas con colitas de borrego. Los amigos de mi padre me admiran y me respetan. En 4 y 300 metros levanto las avionetas de diferentes calibres, manejo las metralletas. El brujo a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo. Maestro en la pista chica, además muy precavido. Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido.
Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Por ahí andan platicando que un día me van a agarrar. No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar. Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiera entrar. Los pinos me dan la sombra, mi rancho pacas de Aquilo. Soy mediano de estatura, el toro pa' mis amigos. Perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos. Adiós tierras de Coahuila, de Sinaloa y de Durango, de Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te estás quedando si me quieren conocer. Por Jalisco ando paseando. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et comme vous le savez, cette saison, nous parlons du monde musulman, de l'islam, et parfois des textes coraniques et des textes qui en découlent. Et nous le faisons encore cette semaine sur la question des femmes avec notre invitée, Ekaterina Yayaoui Krivenko. J'ai bien prononcé? Oui. Merci, Ekaterina, d'être là. Alors, vous êtes juriste, vous êtes spécialisée en droit islamique, vous avez été postdoctorante ici au Cerium et vous avez commencé votre carrière en Biélorussie. Je vais commencer par vous poser des questions sur vous. Quel est votre parcours? Comment est-ce qu'on passe de Biélorussie à être juriste en droit islamique à Montréal? Je suis plus spécialisée en fait en droit international qu'en droit islamique, mais mon intérêt en droit international et en droit de l'homme m'a mené aussi à s'intéresser au droit islamique. Mais le parcours est long. J'ai d'abord été plus intéressée par le droit pénal international. Mais bon, ça, mes convictions philosophiques m'ont mené en fait un petit peu à être déçue par les moyens qui sont présents au niveau international dans le domaine pénal. Et donc, je me suis plus intéressée ensuite aux droits de la personne, à la protection des droits de la personne et aux autres moyens d'arriver à un monde plus juste, les moyens plus souples. Et donc là, je faisais déjà ma deuxième maîtrise à Genève à cette époque-là. Et dans le cadre d'un séminaire qui portait justement sur les droits internationaux des droits de la personne, je faisais un travail qui traitait d'un sujet justement qui est lié à l'islam, au statut des femmes en islam et un peu la comparaison avec ce qui existe au niveau international, tous les conflits et les questions que ce domaine soulève en fait. C'était un travail très petit, mais ensuite ça a ouvert un horizon pour vous. Oui, et c'est de là ensuite que j'ai commencé à m'intéresser au droit islamique parce que je trouvais que c'est vraiment fascinant. C'est un autre univers. Oui, le droit est complètement différent. Et donc ensuite, j'ai fait mon doctorat sur le sujet. Okay. Alors, vous avez donné une conférence lors de l'école Comprendre l'islam, l'école d'été du Cerium l'été dernier. J'étais présent, j'ai trouvé ça fascinant et j'aimerais qu'on passe à travers certaines des sourates qui parlent des femmes pour comprendre les sources du droit islamique sur les questions de rapport entre les hommes et les femmes. Bon, d'abord, expliquez-nous, on parle des sourates, donc ça, ce n'est pas tiré du Coran lui-même. Si, les sourates sont dans le Coran. Ouais. Et une sourate, c'est un chapitre du Coran. Oui, disons un morceau du Coran, parce qu'il y a d'autres chapitres qui sont plus longs, mais ça, c'est comme des petites paragraphes. OK, plus normatifs, disons. Bon, alors commençons dans l'ordre que vous les avez présentés. Donc, la sourate 2, intitulée Al-Baqara, la vache. 282, le paragraphe. Alors, je suis précis. Et ça parle du témoignage des femmes. Alors, l'extrait qui nous intéresse, attendez, je vais trouver le bon endroit. Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. À défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes,
d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles, des femmes, s'égare, l'autre puisse lui appeler. Donc, c'est une règle sur les témoignages. S'il y a un conflit entre un débiteur et le créditeur, on peut avoir le témoignage 2 hommes ou, à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes, ce qui fait que 2 femmes égale 1 homme. Donc, c'est une règle assez connue pour les gens qui s'intéressent un petit peu. Dans le discours médiatique aussi, on entend parfois parler que, voilà, les 2 femmes, c'est égal à un homme, c'est discriminatoire. Donc, c'est vrai que donc, ce que j'ai dit pendant l'école, pourquoi j'ai utilisé ça comme un exemple aussi, pour comprendre un petit peu le fonctionnement du droit islamique, et comment on l'utilise surtout, parce que je dis toujours qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, et les musulmans et le discours médiatique en Occident souvent utilisent le droit islamique à des fins politiques. Donc, cette sourate, tout d'abord, elle s'inscrit dans un contexte très précis de dette à échéance, les contrats de dette à échéance. Et donc, à l'époque, les femmes, on peut dire, donc beaucoup des savants musulmans aussi vont dire qu'à l'époque, les femmes, elles fréquentaient très peu ce domaine social. Donc, il n'était peut-être pas assez instruit dans ce domaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Coran dit que éventuellement, si les femmes ne comprennent pas très bien, il faudra une autre qui pourra l'aider à comprendre. C'est le goût, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler voilà. les faits. Et ça, c'est un petit peu la raison de cette règle. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, la situation est différente. Les femmes étudient. Il y a des femmes qui sont des spécialistes, elles ont des doctorats en finance. Donc, le témoignage d'une femme spécialiste en droit des finances sera peut-être plus important et aura plus de valeur qu'un témoignage d'un homme qui n'y connaît rien. Donc, c'est la raison pour laquelle même des savants musulmans vont dire qu'aujourd'hui, cette règle, on peut ne pas l'appliquer. C'est pas parce que c'est dans le Coran qu'on va dire que toujours et partout, le témoignage de 2 femmes égale au témoignage d'un homme. OK, mais est-ce qu'il y a un débat? Alors, selon les différents courants islamiques actuels, il y a les littéralistes qui diront c'est écrit comme ça, donc c'est ça dans tous les cas. Et il y a les modernes qui diront non, il faut l'appliquer en tenant compte d'un contexte qui est complètement différent. Oui. Et ensuite, pourquoi aussi j'ai utilisé ce passage? C'est parce qu'ensuite, il y a un deuxième passage qui parle, un autre exemple de témoignage des femmes, qui parle aussi de témoignage des femmes, mais dans le domaine familial, et où on voit aucune différence dans la valeur du témoignage de l'homme ou bien de la femme. Et alors, donc, c'est la sourate 24, intitulée An-Nour, qui veut dire la lumière. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Dieu qu'il est du nombre des véridiques. Alors, il doit dire 4 fois que c'est vrai. Et ça, c'est des accusations contre les épouses. Et dans quel cas est-ce que les accusations contre les époux sont de la même nature? Donc là, quand on parle ensuite, on parle qu'un d'eux, il doit attester. Donc il y a une accusation contre l'épouse. Donc soit l'homme qui va attester 4 fois que ce qu'il dit c'est vrai, soit la femme qui va dire non, ce que l'homme il dit, c'est pas vrai. Et donc on va traiter les 2 témoignages de la même manière. OK. Donc l'important, c'est la répétition face à Dieu de la véracité de sa propre version, qu'on soit un homme ou une femme. Oui. Et ce qui est important pour le sujet et pour le point que j'essaie d'expliquer en ce qui concerne le droit islamique, c'est que les conservateurs, ceux qui sont contre, disons, cette liberté des femmes et les droits des femmes, ils vont vous montrer que le verset qui parle du fait que le témoignage de 2 femmes est égal au témoignage d'un homme. Ils vont même le sortir du contexte. Ils vont étendre l'application de ce verset à tous les domaines et ils vont oublier le deuxième verset. D'accord. Là, il y en a un troisième, au chapitre 4, intitulé « An-Nisa, les femmes qui commence comme suit. « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens.
les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Alors là, c'est quand même assez clair. C'est l'homme qui décide. Oui. Non, c'est paraît clair. C'est ça aussi. Donc, c'est ce que vont dire les conservateurs. Et en fait, le discours occidental, souvent aussi, qui est superflu et qui, pour cette raison même, il soutient en quelque sorte conservateur. Il est orienté contre les conservateurs, mais par le fait qu'ils reprennent la même représentation, il soutient aussi les conservateurs. Oui, disons les fondamentalistes et islamistes, comment vous voulez les appeler. Parce qu'il y a d'autres interprétations de ce verset, il y a d'autres visions de ce verset, par exemple, qui disent que dans ce texte-là, le fait que l'homme ait l'autorité sur la femme, elle est liée à une cause particulière, c'est que l'homme, c'est lui qui va subvenir aux besoins de la famille. Donc, si dans le contexte actuel, la femme, elle travaille, elle aussi contribue à la vie familiale de la même manière qu'à la vie financière de la famille comme l'homme, il n'y a pas de raison d'accorder cette autorité à l'homme. Et donc, il n'y a aucune contradiction entre ce verset coranique et, par exemple, affirmer que l'islam soutient l'égalité homme-femme. Alors, parce que là, ça va assez loin. On dit effectivement, les hommes ont autorité à cause d'Allah et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Et ensuite, on dit, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Bon, je comprends l'interprétation qui peut dire, bon, ben, puisqu'il a des biens, mais là, ça revient à dire que même si aujourd'hui, dans un couple musulman, si c'est l'homme qui subvient aux besoins, il doit diriger dans le couple. Non, ben justement, ensuite, ceux qui pensent différemment, ce qu'ils vont dire, c'est que la femme, même si elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants. Par ce fait même, elle aide l'homme à poursuivre sa carrière, par exemple. Si la femme, par exemple, elle va laisser les enfants, l'homme aussi ne pourra pas aller travailler, il ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille. Alors, de cette manière, en fait, en quelque sorte, ce verset, je ne dirais pas qu'il perd sens, mais on voit l'importance de cette affirmation très diminuée. Donc, c'est vraiment dans les cas extrêmes qu'on peut dire qu'un des époux qui fait tout pour la famille, qui va avoir cette autorité sur l'autre. Mais on sent qu'il faut travailler plus fort pour essayer de neutraliser l'impact de ce verset. Oui. En fait, c'est vrai qu'il y a certains passages dans le Coran et en général en droit islamique, certains sujets qui sont beaucoup plus difficiles à moderniser. Bon, je dirais peut-être à comprendre. Relativiser. Oui. Parce que c'est comme, il y a certains passages de la Bible, il n'y a aucune façon d'expliquer de façon moderne les passages de la Bible, et donc un certain nombre de relativistes ou de modernes disent, écoutez, il faut en prendre et en laisser. Alors, il y a un passage de la Bible, il faut juste ne pas le prendre. Bon, ce serait peut-être le cas pour celui-là. Alors, je vais vous poser l'autre question sur les origines coraniques ou jurisprudentielle des obligations ou suggestions faites au sujet du voile. D'où vient est-ce qu'il y a une norme coranique sur le port du voile? Donc, c'est aussi parmi les juristes qui étudient le droit islamique, c'est très discuté. De nouveau, il y a le courant conservateur et même peut-être d'une certaine manière, c'est un courant majoritaire qui va dire que cette obligation existe, en s'appuyant sur certains passages du Coran. Mais il y a aussi d'autres interprétations, parce que les versets ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs comme ceux qu'on vient de voir là. Oui. Ça dépend de la représentation, en fait. C'est dommage que je n'ai pas sur moi les textes, mais on peut trouver des traductions de mêmes versets qui sont très différents. Et il y a deux versets, mais un qui est le plus important, en fait, il parle du fait que la femme, il doit rabattre son voile sur sa poitrine. Et de là, donc c'est pour ça qu'on d'abord déduit que la femme, déjà, elle porte un voile, et ensuite que ça ne doit pas être un voile qui est juste en haut de la tête ou quelque part, mais ça doit vraiment couvrir bien, montrer que le visage.
Maintenant, il y a des linguistes qui ont analysé ce mot qui est utilisé dans ce verset pour dire voile et qui disent que ce n'est pas clair quel genre de voile ça a été. Ça pourrait être un châle. Parce que, on ne sait pas vraiment, parce que ça pourrait être quelque chose qui était porté à l'époque comme juste pour la beauté de la femme, mais ensuite, comme les femmes à l'époque, elles montraient la poitrine et tout ça, donc ça a été dit quand même, il faut un petit peu de décence. Donc peut-être le sens de verset, ce n'était pas que la femme doit porter le voile, mais qu'elle doit être habillée de manière décente. Bon, là, donc, on parle d'un texte qui a été écrit en 600 après Jésus-Christ, dans une région désertique. Et donc, je ne savais pas, donc des femmes de ces régions montraient leur poitrine. Bon, ben, c'est intéressant, il faut connaître le contexte si on va aux sources. Bon. Et que donc, dans ce verset, on dit il faut que le voile couvre la poitrine. Donc, ce ne serait pas un problème ici si les musulmans décidaient de couvrir la poitrine, il n'y aurait pas de débat. mais donc, comment est-ce qu'on va... Donc, et juste sur cette question de traduction, on traduit de l'arabe de l'époque, non? Donc, le Coran est écrit en arabe, mais le sens du mot utilisé à l'époque fait débat. Pourquoi? Oui, parce que, en fait, le droit islamique s'est développé très progressivement et on ne peut pas dire de la formation des écoles du droit islamique au sens complet jusqu'à peu près le Xe siècle. Okay. Donc, peut-être on peut dire qu'au 8e siècle, c'était déjà quelque chose plus ou moins établi, mais vous imaginez qu'entre 6e siècle et 8e siècle, il y a 2 siècles qui sont passés. Donc, c'est clair que certains mots, certaines choses qui faisaient partie de la vie au 6e siècle n'en faisaient plus partie au 8e, quand les musulmans, les juristes musulmans ont commencé à s'intéresser vraiment en profondeur à certains mots, à certains passages, à certaines aussi interprétations et applications juridiques. Donc c'est pour ça que vraiment toute l'entreprise du droit islamique, elle est tardive par rapport au vécu à l'époque du 6e siècle. Parce qu'en fait, à l'époque, la question du droit ne se posait pas. Pourquoi? Parce que le prophète, il était regardé comme une personne infaillible. Si le musulman il avait des difficultés de quelque sorte que ce soit, il n'avait qu'à aller chez le prophète et demander le conseil. Et donc la question de l'interprétation du droit en sens plus tardif ne se posait pas. Bon. Et comme les photos n'existaient pas, on ne peut pas avoir une représentation exacte de ce qu'il voulait dire par là. Mais est-ce qu'il y a une sourate, un verset qui indique, qui permet aux littéralistes, aux fondamentalistes de passer du voile qui doit couvrir la poitrine à la burqa qui couvre là tout? Donc ça, c'est plutôt lié pas au Coran lui-même, mais à Sunna. Et donc, dans notre Sunna, c'est la tradition du prophète. Donc, c'est des récits sur la vie du prophète. Ou bien quelque chose que le prophète il a éventuellement dit. Donc, il y a une personne qui a vécu à l'époque, qui a entendu quelque chose qu'il a dit, qui ensuite elle a raconté à quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, quand la question s'est posée, il y a une personne qui a entendu ça d'une autre personne, elle a entendu d'une autre personne, il a raconté ça. C'est toute une science de savoir justement qui a dit quoi à qui. Est-ce que comment on appelle ça, la succession du récit, la ligne de succession, vous avez une expression pour ça? La ligne de transmission, c'est ça, du récit ou de quelqu'un qui a vu le prophète dire quelque chose. Et là, c'est dans d'autres textes qui sont plus ouverts à interprétation. Et dans ce cas-là, donc, le prophète aurait dit ou fait quelque chose? Oui, donc il y a d'abord, il faut savoir que la science de Sunna, donc la science qui essaie de un petit peu mettre ça par écrit et évaluer aussi la véracité des hadiths, c'est aussi une science qui s'est développée plus tard. Aussi, ça n'a pas commencé avant un siècle après la mort du prophète. Donc, de nouveau, il avait beaucoup de hadiths fabriqués, beaucoup des histoires fabriquées. Donc, les juristes devaient élaborer une méthodologie pour évaluer la véracité. Et donc, il y a certains récits qui disent que, tout d'abord, que pour la femme, quand elle arrive à l'âge adulte, disons, quand la fille devient femme, on ne doit pas voir d'elle que le visage et les mains. Et ensuite, il y a d'autres récits qui disent que c'est mieux qu'on ne voit rien du tout. Mais ça, c'est des interprétations vraiment extrêmes de certains
passage. Et aussi, on peut se poser des questions sur le fait, est-ce qu'on pourrait évaluer ces mêmes récits avec les sciences d'aujourd'hui, les sciences historiques, les sciences linguistiques d'aujourd'hui, pour voir à quel point c'est vraiment attribuable au prophète. C'est une chose. Mais il faut savoir aussi une autre chose, que pendant le Hajj, qui est le pèlerinage à la Mecque, la femme ne doit pas couvrir le visage et les mains. Pendant le pèlerinage? Oui. Pendant l'ensemble du trajet ou seulement lorsqu'elle est à la Mecque? Pendant le pèlerinage à la Mecque, pendant les rites. OK, pendant le rite autour voilà, du roc pas seulement autour, mais donc en fait, le rite qui dure plusieurs jours. Donc pendant ce rite-là, la femme ne doit pas couvrir le visage et les mains. Pourquoi? Je ne peux pas vous répondre. Parce qu'elle est en face de Dieu? Mais en fait, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que vraiment, et pendant le pèlerinage, il faut savoir aussi que la mixité entre les hommes et les femmes, elle est beaucoup plus grande. Parce qu'il n'y a pas le moyen de séparer les deux, donc c'est vraiment tout le monde ensemble. Et je mentionne ça juste pour dire que si c'est à tel point, pendant un rite à tel point important pour les musulmans, la femme ne doit pas couvrir son visage et ses mains. On dirait a fortiori, oui, ça devrait être vrai pendant le rite. Alors, puisque c'est pas vrai pendant le rite, ça ne doit pas être si important que ça à l'extérieur du rite, c'est votre argument. Oui. Mais par contre, j'aimerais quand même dire aussi que pour les personnes qui croient sincèrement que c'est leur devoir religieux, on ne peut pas douter de la sincérité, on ne peut pas non plus aller maintenant leur dire que vous devez croire d'autres choses. Donc c'est leur parcours personnel. Par contre, ce qui est important peut-être, c'est surtout dans le contexte occidental où on essaie d'affirmer un petit peu la liberté des personnes et tout ça, c'est justement de voir à quel point c'est un choix libre. C'est ça la question qui devient fondamentale à ce moment-là. Est-ce que c'est un choix de la femme ou est-ce que c'est imposé par son contexte, son mari ou son imam? Alors, Ekaterina Yayaoui-Krivenko, merci beaucoup pour cette séance, pour ces explications. Et je dis que vous avez écrit aux éditions Martinus Niehoff Publishers, Women, Islam and International Law. C'est du Graduate Institute de Genève, l'Institut des hautes études internationales et du développement, Women, Islam and International Law. On aura le lien sur notre site Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous écoutons Ces femmes voilées. Ces femmes voilées, une force entre elles, plus grande que la puissance des hommes. Ces femmes voilées, les yeux en deuil, pour oublier, pour rêves secrets qui meurent blessés. Ces femmes voilées,
sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Nous allons parler avec Pierre Martin aujourd'hui d'un des grands présidents américains, le président Roosevelt, mais pas Franklin, Teddy Roosevelt. Pierre Martin, merci d'être là. Oui. Alors, vous êtes un lecteur vorace, évidemment, des questions américaines. Vous l'enseignez, vous dirigez la chaire d'études politiques et économiques américaines. Donc, l'auteur Edmund Morris a terminé sa trilogie sur Theodore Roosevelt, The Rise of Theodore Roosevelt, Colonel Roosevelt et Theodore Rex. Vous avez lu les trois sur un certain nombre d'années. Pourquoi, d'abord, dites-nous, pourquoi Teddy Roosevelt est-il un personnage aussi fascinant? D'abord, il faut que je vous rappelle alors tout de suite, Jean-François, Theodore Roosevelt détestait se faire appeler Teddy. Oui. Quand il était jeune, ce n'était pas son prénom. Son surnom jeune enfant était Teddy. Teddy. Et il n'a jamais aimé se faire appeler Teddy. Mais tout le monde l'appelle Teddy. Mais tout le monde l'appelle Teddy. Mais n'est-il pas vrai d'ailleurs que le... Après la lecture de ces trois volumes, oui. Je ne l'appelais plus Teddy. Mais n'est-il pas vrai que le Teddy Bear, c'est-à-dire l'ourson des Américains, est nommé à cause de Teddy Roosevelt? Oui, c'est un des nombreuses anecdotes qu'on retrouve dans ces volumes et dans un autre qui a été consacré à l'œuvre de Roosevelt comme naturaliste, que j'ai aussi lu l'an passé. Alors, situez-nous l'époque et le personnage. Le personnage est vraiment l'expression hors du commun et trop faible pour le... il est né en 1858, en plein centre-ville de New York, entre Broadway, la 5e avenue et sur la 20e rue, vraiment au centre de Manhattan, dans une famille assez aisée, la dynastie des Roosevelt, où également venait Franklin Roosevelt, cousin assez éloigné, mais quand même de la même famille. Et donc, il naît en 1858, l'année de la parution de L'origine des espèces de Darwin. Je le mentionne parce que Roosevelt s'était découvert très jeune une vocation de naturaliste, une vocation d'observateur assidu de la nature, des oiseaux. Il a d'ailleurs fait ses études, son baccalauréat était en biologie et il a... tout jeune, même fait des écrits scientifiques qui ont été reconnus sur l'ornithologie et la nature. C'était donc un amoureux de la nature, mais c'est un peu curieux puisqu'il était aussi un grand chasseur. Mais ça se retrouve souvent, d'ailleurs, les chasseurs amoureux de la nature. Donc, il y a des gens qui disaient, par exemple, qu'il ne pouvait absolument pas se retenir de tirer sur des quadrupèdes. Là. Il y avait... Et donc, c'était un grand chasseur, c'était un amant de la nature qui avait, très jeune aussi, c'était un lecteur absolument vorace. C'est quelqu'un qui lisait 4 ou 5 livres par jour. Par jour? Il pouvait lire... il y a des anecdotes qui disent, par exemple, qu'il pouvait tenir un dîner d'État un soir, se retirer dans ses chambres, lire 2 ou 3 livres, après avoir reçu les dignitaires, lire 2 ou 3 livres et 2 ou 3 ans plus tard, écrire un essai tout d'un trait sur un des livres qu'il avait lu comme ça, sans y revenir. Donc, il avait donc des capacités de lecture phénoménales. Il a écrit une trentaine d'ouvrages. Il a vécu de sa plume pendant plusieurs années. Toutes les dernières années de sa vie, il a vécu de sa plume, dont on parle beaucoup dans le 3e tome, Colonel Roosevelt. Donc, il force à l'humilité ceux d'entre nous qui essaient d'écrire et de lire une fraction de ce qu'il a pu Une grande force intellectuelle, une grande force physique aussi. Alors, puisque vous avez parlé de son intérêt pour la biologie, l'ornithologie, lorsqu'il est devenu président, il a, dit-on, inventé la conservation, les parcs nationaux. En quoi est-ce qu'il en est à l'origine? C'est-à-dire que c'était un courant qui était déjà en place, mais il l'a vraiment accéléré. Alors, parmi les parcs nationaux dataient déjà de premier, Yellowstone a été mis sur pied en 1872, et Roosevelt, donc, qui était parfaitement conscient de la fragilité de l'environnement, notamment des grands espaces de l'Ouest américain, parce que
il avait lui-même passé quelques années de sa vie après avoir passé les premières années après l'université comme élu à la législature de New York, élu d'ailleurs le plus jeune représentant de la législature de New York de l'histoire, à 22 ou 23 ans, il se retrouve à l'âge de 25 ans, rancher au Dakota du Nord pendant 2 ans et il a aussi, bon, il y a toutes sortes d'aventures qui lui sont arrivées, qui sont relatées dans le premier livre. Et il prend conscience, donc, de la détérioration rapide des espaces naturels et il en fait une de ses priorités, à la fois comme naturaliste, donc il appartient pendant les années qui précèdent la présidence à plusieurs clubs de chasseurs, de pêcheurs, de naturalistes et qui vont faire la promotion de la préservation de la nature. Il est biologiste de formation, rappelons-le. Il écrit plusieurs ouvrages d'ornithologie et sur la chasse et sur la nature. Il écrit une histoire en 4 volumes de la conquête de l'Ouest américain. Donc, il est un peu l'homme orchestre, l'homme à tout faire. Donc, il va étendre le parc des parcs nationaux américains. Mais c'est un républicain. Donc, Franklin Roosevelt, son lointain cousin, est un démocrate. Lui, Teddy Roosevelt, est un républicain, mais un républicain aussi hors norme parce qu'il va s'attaquer aux puissances de l'argent. Comment? C'est-à-dire qu'il est républicain, mais c'est un républicain qui dérange. Il est dans les années 1890, il occupe diverses positions, postes à l'administration, à la fois au gouvernement fédéral, où il devient commissaire au service civil pour justement combattre la corruption. Il va devenir ensuite commissaire de police de New York, où la corruption... et il devient une sorte de vedette du Parti républicain, mais du Parti républicain, de l'aile réformatrice du Parti républicain. Et lorsqu'il revient de guerre, puisqu'à la fin de sa pré-présidence, l'étape qui a marqué lui-même sa personnalité le plus, c'est son passage dans l'armée américaine. Alors, il est sous-secrétaire d'État à la Marine, il démissionne et il s'engage pour combattre l'Espagne sur l'île de Cuba. Il devient alors le colonel Roosevelt. C'est le nom qu'il préférait dans les dernières années de sa vie. Il participe avec son régiment des Rough Riders à la victoire contre l'Espagne, revient aux États-Unis. Il est un héros national et donc il est recruté par le Parti républicain pour devenir gouverneur de l'État de New York. Il est élu pas facilement, mais il fait gagner au Parti républicain l'État de New York, mais rapidement, sa fibre réformatrice prend le dessus. Et la machine républicaine est plus ou moins satisfaite de l'avoir en place pour, justement, réglementer le secteur financier. Ça devient de plus en plus embarrassant d'avoir là. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, c'est le moment, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ce sont les grands trusts, Standard Oil, les Rockefeller, les grands trusts bancaires aussi, et il y a un genre de révolte contre cette concentration de la richesse dans les mains d'un petit nombre. Alors, à l'époque comme aujourd'hui, oui. Comment neutraliser une personne d'une immense popularité qui peut être un outil politique important, mais qu'on veut placer dans le poste où il aura un maximum d'effet pour son parti, tout en ayant un minimum de pouvoir. On le nomme vice-président. Voilà. Évidemment. Alors, il est candidat à la vice-présidence en 1900 avec William McKinley, et a contribué à faire réélire McKinley une élection qui n'était pas évidente pour commencer. Alors, il est vice-président. Il est plus ou moins content de cette situation-là parce qu'il n'y a pas tellement de pouvoir, un peu effacé. Participer, aller faire des funérailles, des trucs comme ça, c'est pas tellement son genre. Septembre 1901, McKinley est assassiné et Roosevelt devient président.
Alors là, il devient président sur les chapeaux de roue et le réformateur en lui prend le dessus et donc il commence à réorienter son parti dans une direction progressiste. Mais évidemment, il n'est pas seul dans le parti. Il a tous les législateurs qui sont de la vieille garde. Par contre, sa très grande popularité sert bien les républicains et il est réélu en 1904 avec une majorité historique. Il a réélu haut la main. Personne ne se souvient qui était son adversaire. Et pendant sa présidence, donc, les dossiers qui lui tiennent à cœur sont la réglementation des monopoles. Et donc, il fait dévier son parti dans une direction réformatrice et la conservation de la nature. Il établit plusieurs parcs nationaux et il invente également, avec des législateurs qui partageaient ses visées dans ce sens-là, il invente le concept de monument national. Et c'est un concept intéressant parce que il peut être décrété par le président sans passer par le législateur. Ce qui lui permet de désigner monument national le Devil's Tower au Wyoming. Et par la suite, il s'informe à savoir est-ce qu'il y a une limite sur la taille des choses qu'on peut désigner monument national. Et la loi n'en prévoyait pas. Donc, le prochain monument national, c'est le Grand Canyon, qui est devenu depuis un parc national, alors que personne dans la région n'aurait voulu souhaitait le soustraire aux ranchers. Exact, aux mineurs. Aux mineurs. Pierre-Martin, on pourrait continuer. C'est une vie fantastique. Moi, ça me rappelle un peu Winston Churchill en termes d'ampleur, d'envergure, à la fois intellectuelle et physique. Donc, on renvoie à Edmund Morris, la trilogie sur Theodore Roosevelt. Est-ce que des versions françaises existent? Je ne crois pas, mais en tout cas, j'en recommande la lecture à tout le monde. Nous allons vérifier, et si c'est le cas, nous le mettrons sur le site. Et nous allons mettre sur le site, la page planétaire sur le cerium.ca, également un lien vers le choix musical que vous nous offrez. Expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est un court film. En fait, c'est une chanson qui a été faite en 1907 par un grand admirateur de Roosevelt qui s'appelle Hooray for Theodore. Et ceux qui cliqueront sur notre site et iront chercher l'extrait musical pourront aussi voir des images, des courts films qui relatent certains des grands moments de sa vie. Et je vais juste citer, à propos du livre, un passage, la citation d'un de vos auteurs préférés, Mordecai Richler, qui dit en commentant le premier tome de la biographie, qui dit « C'est comme être en selle sur un boulet de canon à travers les Rocheuses. » On est dans c'est une suite sans fin d'aventures. Un homme qui a vécu, et juste pour conclure, à la fin de sa vie, il avait fait un voyage dans le cœur de la forêt amazonienne. Et alors qu'il était malade et il devenait un fardeau pour ses compagnons, il avait dit « Laissez-moi derrière, j'ai déjà vécu 9 vies. » Et donc, à 60 ans, il s'éteint, et c'est vrai qu'il a vécu en 60 ans suffisamment pour que ça prenne 30 ans à son biographe pour écrire sa vie. Pierre-Martin, merci beaucoup d'avoir raconté Teddy Roosevelt, nous avoir donné le goût d'aller plus loin. Et nous écoutons, grâce à vous, Hooray for Roosevelt. Met every king and potentate, including old John Dean. In every corner of the earth, they know King Edward's fame. But there's a ruler greater still, no doubt you've heard his name. It's Theodore, the peaceful Theodore. Of all the rulers, great or small, he is the greatest of them all. He's first in peace, he's first of all in war. He's Indian and in Yankee land. Hip, hip, hooray, hip, hip, hooray, hooray for Theodore. When Russia fought the Japanese, we thought they'd never cease. The Surgeon Party stopped the war and brought them both to peace. When they awarded him a prize for stopping Russia's wars, they found him at the White House fighting 7 senators. It's Theodore, the peaceful Theodore. The Senate party was a joke. He stopped their grams and now they're broke on salary. They'll have to live once more. There will they be
Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres épisodes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y trouverez aussi les annonces de nos activités pour les semaines à venir. Vous y êtes évidemment conviés. Je tiens à remercier l'équipe technique de l'émission, Jocelyn Spronken, Ognan Guergiev, Charlène Ricard et Luc Laflamme. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.